Alors bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette première table ronde de la deuxième journée des forums économiques de la Sorbonne. Une table ronde qui sera consacrée à l'Union européenne. Alors une Union européenne qui a été depuis un peu plus d'une décennie malmenée par une succession de crises, qu'il s'agisse de la crise de la dette, de celle des flux migratoires, du Brexit, de la pandémie de Covid et maintenant de la guerre en Ukraine. Ces crises ont obligé l'Union européenne à commencer à réparer certains dysfonctionnements, mais aujourd'hui, de nombreux défis restent encore à affronter pour permettre à l'Union européenne de se réinventer et de conserver un rôle clé sur la scène internationale. Alors, pour évoquer ces enjeux, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui 3 experts de qualité. Alors, tout d'abord, Isabelle Jobbasi, qui est directrice des études économiques du groupe Crédit Agricole. Bonsoir. Bonsoir. À sa gauche, Vincent Ossilou, qui est chef du département économie de France Stratégie. Bonjour. Et tout à gauche, nous avons Thomas Gauthier, qui est chercheur à l'Institut Kiel. Donc vous allez aujourd'hui nous aider à répondre à cette question. L'heure est-elle à la renaissance pour l'Union européenne ? Celle-ci peut-elle retrouver ses ambitions initiales ? Et surtout, comment ? Alors pour commencer, je vais me tourner vers vous, Isabelle, pour vous poser cette question. Selon vous, comment l'Union européenne peut-elle renaître aujourd'hui ? Merci beaucoup Philippine. Déjà peut-être pour commencer de dire que, parce qu'on parle de renaissance, mais il faut quand même dire aujourd'hui que l'Europe est déjà un acteur puissant. C'est une puissance économique avec un marché intérieur de plus de 400 millions de consommateurs, c'est une puissance commerciale et c'est également une puissance normative. Normative au sens où elle définit, voire elle influence les règles et les normes internationales. Mais jusqu'à présent, c'est un acteur puissant sans grande volonté de puissance. En fait, vous l'avez dit, l'Europe s'est construite sur la base de règles de droit pour pacifier et unir les États européens. Et cette union en fait, de régulation, elle a prospéré dans un ordre mondial qui lui-même était régi par des règles multilatérales. Et ces règles multilatérales, jusqu'à présent, elles étaient acceptées par tous. Or, aujourd'hui, le problème, c'est que ces règles, elles sont contestées par les puissances révisionnistes de cet ordre mondial, notamment la Chine ou la Russie, ce qui oblige l'Europe à bouger. Et en fait, l'Europe, elle est déjà prise en étau entre les volontés de puissance de la Chine, des États-Unis, ces grands rivaux stratégiques qui se disputent le leadership mondial. Et puis on voit bien qu'on est dans un environnement où il y a fragmentation et polarisation au niveau de la géopolitique mondiale qui augmente le niveau de conflictualité dans les relations internationales. Et en fait, justement, face à ces nouveaux rapports de force, eh bien, l'Europe doit désormais s'affirmer ou se repenser en tant que puissance politique, géopolitique, et notamment reconquérir, on en parle beaucoup aujourd'hui, son autonomie stratégique, ou reconquérir son indépendance dans certains secteurs considérés comme essentiels, stratégiques, comme l'énergie, la santé, la défense, ou dans certaines nouvelles technologies, pour justement s'immuniser contre ces désordres géopolitiques. Et ce changement intervient au moment même où elle doit déjà repenser son modèle économique face au changement climatique pour aller vers un modèle ou un régime d'accumulation beaucoup plus éco-responsable. Et donc on voit bien qu'avec ce repositionnement géopolitique et compte tenu de cet engagement pour la transition climatique, avec la neutralité carbone à horizon 2050, eh bien, le rôle de la puissance publique va se renforcer, que ce rôle s'exerce au niveau national ou au niveau européen. Et afin de faire quoi ? Eh bien, surtout de soutenir et d'amplifier les investissements, ceux en faveur du climat, mais aussi dans les technologies d'avenir. Et donc pour moi, la renaissance, puisqu'il est question de cette renaissance de l'Europe, eh bien pour moi, ça passe par l'investissement et l'innovation. Parce que ce sont les 2 principaux leviers de sa souveraineté économique, avec le besoin et la nécessité de repositionner l'Europe sur les technologies à haute valeur ajoutée, les technologies de demain, mais aussi les technologies vertes. Alors on parle du cloud, on parle de la 5G, de l'intelligence artificielle, de l'informatique quantique, de l'hydrogène vert, j'en passe et des meilleurs. Et on voit bien qu'on a des investissements colossaux à faire. Rien que pour la transition écologique, pour vous donner un ordre de grandeur, on parle à peu près des investissements autour de 500 milliards par an à horizon 2030 et probablement avec la nécessité d'amplifier
cette dynamique au-delà pour atteindre la neutralité carbone. Et on voit bien que l'impulsion devra être en partie donnée par les États, et notamment l'Europe, au travers d'investissements publics ciblés. Et à cela, il faut ajouter toutes les dépenses supplémentaires à des fins d'autonomie stratégique, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, les États ils se veulent plus planificateurs, plus interventionnistes dans des domaines jugés prioritaires, comme on a dit la défense ou la santé. Et donc la grande question aujourd'hui pour l'Europe et ses États membres est de savoir est-ce qu'on va être en capacité de mobiliser les financements pour ces investissements d'avenir dans un contexte où on a, ça sera l'objet de la prochaine table ronde ou d'une autre table ronde, où on est dans un contexte où les déficits et les dettes publiques sont déjà très élevés. Et selon moi, c'est un enjeu, ça fait partie de l'enjeu, dans cette problématique, l'enjeu, c'est la réforme des règles budgétaires au niveau européen. Alors certes, ce n'est pas pour tout de suite, comme vous le savez, on a reporté la question à 2024, puisque ces règles sont encore suspendues, compte tenu du contexte actuel, seront encore suspendues en 2023. Mais il va falloir quand même faire un certain nombre de choix structurants, avec vraiment cette idée qu'il va falloir retrouver à un moment donné un certain sérieux budgétaire, après les politiques de quoi qu'il en coûte de la période Covid, et puis les dépenses supplémentaires générées par la guerre en Ukraine. Donc il y a bien cette volonté de ce retour du sérieux budgétaire, mais il ne faut absolument pas non plus sacrifier l'avenir. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une forme de consensus quand même qui émerge sur l'idée justement qu'il va falloir protéger ces investissements d'avenir. Mais pour le moment, bien évidemment, on n'en connaît absolument pas les modalités, mais on peut se poser, en fait, à mon avis, deux grandes questions. La première, c'est de savoir s'il faut exclure ces dépenses d'avenir des règles budgétaires, ce qui pose aussi en filigrane la question du périmètre concerné. De quel investissement on parle? Est-ce que simplement ce sont les investissements climat? On sait que dans cette grande transformation, on va avoir aussi besoin d'adapter le capital humain. Donc, est-ce qu'il faut aussi prendre en compte des dépenses d'éducation, des dépenses de formation? On voit bien de tout ce qui tourne aussi autour de cette autonomie stratégique en matière de défense. Donc, est-ce qu'on fait des dépenses militaires? Et puis, on a bien vu que les dépenses de santé, voire les dépenses dans le numérique, on a besoin aussi de moderniser nos économies. Donc, on voit bien qu'il y a vraiment déjà cette première question à se poser. Et la deuxième, qui est selon moi la plus importante, c'est de savoir est-ce qu'il faut mutualiser les efforts d'investissement au travers de l'émission d'une dette commune, comme on l'a fait dans le cadre du plan de relance Next Generation EU. Alors je dirais, pour conclure dans mon propos introductif, de dire, quelle que soit la réponse à la question 1, il me semble qu'on aura besoin d'une forme de solidarité au niveau européen, ne serait-ce que parce qu'il y aura probablement un besoin de réallouer les capitaux au niveau de l'Union, tout simplement pour faire converger les économies vers justement ce nouveau modèle de croissance plus soucieux de l'environnement et fondé sur l'innovation. J'aurais tendance à dire que si on ne fait pas ça, eh bien, ce qui risque de s'exercer, ce sont des forces centrifuges qui vont mettre à mal ou mettre en péril la cohésion de l'euro et l'affaiblir. Et on sait très bien qu'on aura besoin probablement d'une union forte et unie pour faire face justement à cette grande transformation du monde et puis pour relever les défis climatiques et sociétaux. Merci beaucoup Isabelle. Alors je me tourne maintenant vers Vincent Ossilou. Donc Isabelle, vous avez parlé de solidarité pour cette renaissance de l'Union européenne. Et il me semble que vous voulez également aborder cette question de la solidarité qui vous semble un élément important pour permettre à l'Union européenne de renaître. Absolument, oui, c'est un élément tout à fait clé, comme les autres éléments qui ont été mentionnés, et notamment les investissements dans l'innovation, les investissements dans la transition écologique. Mais effectivement, la question de la solidarité est absolument essentielle parce qu'on sait que les mutations qui affectent nos économies, nos pays, créent des perdants et que des territoires, des populations affectées sont souvent pas suffisamment accompagnés pour pouvoir rebondir. Et que souvent, l'Union européenne n'est pas suffisamment perçue comme un moyen, un vecteur de solidarité sociale. Pourtant, nous avons des fonds, comme le Fonds social européen, déjà très important, mais il n'y a pas d'action directement de l'Union européenne en direction des citoyens ou de manière à ce qu'ils puissent le percevoir.
Or, les mutations, le ralentissement de la croissance, tous les changements technologiques, les mutations du marché du travail, les secteurs qui sont affectés, notamment par le changement de notre modèle économique pour qu'il devienne plus durable, par exemple la fermeture des mines de charbon en Allemagne, implique qu'il y ait des moyens financiers, des mesures qui soient vraiment mobilisées. Et là, l'Europe a un rôle à jouer aussi, justement en termes de solidarité. Il faut une Europe qui soit beaucoup plus perçue comme une Europe qui protège. Et donc, de ce point de vue, il pourrait y avoir la mise en œuvre de mécanismes qui soient de type volet préventif. Quand on sait qu'on a une réforme, par exemple, de politique publique qui va avoir des conséquences négatives, par exemple la fermeture d'une mine de charbon ou d'une centrale à charbon ou autre, il serait utile que l'Union européenne mobilise ces fonds pour donner une dotation aux individus qui perdent leur emploi afin qu'ils puissent avoir une mobilité, une formation, éventuellement démarrer une nouvelle activité. Par exemple, une somme de l'ordre de 15 000 €, la moitié pouvant être donnée comme une subvention, par exemple pour financer un déménagement, pour aller dans une zone où ils peuvent travailler plus facilement, une formation, l'autre moitié pouvant être un précontingent remboursé si la personne, après sa formation par exemple, bénéficie d'un revenu supérieur à un certain seuil et donc remboursé sur les années qui suivent. Ça, c'est un volet préventif d'accompagnement et qui permet aussi du coup de redynamiser des territoires puisque donc des fonds sont mobilisés et des moyens pourraient être mobilisés pour renforcer l'attractivité et le développement de ces territoires lorsqu'on sait qu'ils vont être affectés justement par ces réformes dont on sait qu'elles sont nécessaires. Et on pourrait mettre en place aussi un volet curatif qui serait un élément important, notamment pour stabiliser la zone euro, puisqu'on sait qu'on a besoin, dans une union monétaire, d'un mécanisme de stabilisation quand un des territoires est affecté par un choc économique. Comme il n'y a plus la capacité d'adaptation par le taux de change, la crise peut être très profonde, et comme on l'a vécu lors de la crise de la zone euro après la crise financière, les pays ont du mal du coup à faire face et on peut avoir des situations économiques comme on l'a connu en Grèce et au Portugal ou dans d'autres pays qui sont absolument désastreuses. Et pour cela, donc le volet curatif, lorsqu'une zone d'emploi est affectée par une hausse du chômage de 1%, il pourrait y avoir un mécanisme où toutes les personnes qui sont touchées par le chômage toucheraient donc cette subvention un montant de 15 000 €, dont la moitié pouvant être sous forme de précontingent, qui les accompagne pour les reformer, pour accompagner leur mobilité, et également aussi des fonds donc, pour relancer l'attractivité et le développement économique d'un territoire. Et si on avait un fonds de ce type de l'ordre de 0,1% du PIB de l'Union européenne, on aurait un fonds de stabilisation qui permettrait d'éviter ce qu'on a connu après la crise financière et qui permettrait le rebondissement, comme les États-Unis avec leur système d'assurance chômage au niveau fédéral, qui aide les États fédérés lorsqu'ils sont affectés par un choc économique. Donc on a besoin de ce mécanisme de stabilisation. Une autre voie également aussi qui serait très utile pour renforcer l'identité européenne. On sait que une grande partie des jeunes, plus de la moitié, ne partent pas en vacances, que le programme Erasmus, qui est un ferment de l'identité culturelle européenne, malheureusement ne concerne qu'un petit nombre de jeunes dans une génération et souvent axé sur des classes sociales plus favorisées. On pourrait avoir un système de généraliser graduellement le fait que tout jeune entre 15 et 17 ans peut partir passer 3 mois dans un autre pays de l'Union européenne avec un mécanisme de jumelage des établissements scolaires. Et le fait que ça soit généralisé, cela toucherait beaucoup plus l'ensemble des classes sociales, alors bien évidemment de manière progressive. Et pour limiter le coût, puisqu'on sait qu'Erasmus est assez cher de ce point de vue-là,
il pourrait y avoir un échange justement de logement des jeunes qui iraient vivre dans la famille du jeune qui vient à leur place dans leur établissement scolaire. Et par ailleurs, un deuxième volet serait une condition de validation du diplôme pour un diplôme de plus de 3 ans, donc pour l'enseignement supérieur. Il y aurait une obligation de passer 6 mois dans un établissement d'un autre pays de l'Union européenne, avec là aussi un système d'échange de logement, puisque c'est ce qui coûte le plus cher, et du coup, le coût de la mise en œuvre serait très faible en comparaison d'Erasmus. Et cette généralisation ferait que, contrairement à aujourd'hui, où c'est souvent que les établissements d'enseignement supérieur les plus avancés, les plus reconnus, qui ont développé le système d'échange croisé avec d'autres établissements dans d'autres pays, ce système-là pourrait être généralisé. L'ensemble des établissements se jumelleraient en quelque sorte, feraient des partenariats avec des établissements dans d'autres pays. Et alors bien évidemment, on ne serait pas à 80 ou 100% de séjour à l'étranger immédiatement, mais en 20 ans, 30 ans, c'est quelque chose qui pourrait se généraliser et recréer du coup, parce qu'on sait que les séjours à l'étranger, ça contribue à l'ouverture d'esprit, ça contribue à la diversité culturelle, ça permet de mettre disons, en relativité les critiques qu'on peut faire sur les autres pays, voire même sur le sien. Et donc, c'est un enrichissement personnel. Malheureusement, aujourd'hui, il n'est souvent que le fait des classes sociales les plus favorisées. Et pour terminer, juste j'évoquerai le fait que l'Union européenne doit développer ses relations avec les pays du voisinage, qu'elle pourrait mettre en place un dispositif où on offrirait l'accès au marché unique, aux 3 libertés fondamentales du marché unique, donc liberté de circulation des biens, des services et des capitaux, à condition donc que le pays tiers reprenne l'acquis communautaire qui est lié au marché unique, donc des pays comme l'Ukraine, bien entendu, comme la Serbie, comme l'Albanie, mais également aussi la Tunisie, l'Algérie ou le Maroc pourraient être intéressés par intégrer cette communauté. Et bien évidemment, pour qu'ils acceptent de renoncer à certains éléments de leur souveraineté en termes de quelle régulation sur tel type de biens, tel type de services, puisqu'ils reprendraient les régulations européennes. Ces pays pourraient être associés dans les comités techniques du Conseil européen, dans lesquels on discute justement des nouvelles réglementations et de l'évolution du marché unique. Ils pourraient y être associés, avec bien entendu pas le même droit de vote que les pays membres de l'Union européenne, mais au moins être associés à la discussion et pouvoir avoir une sorte de deuxième cercle de vote de ce point de vue-là. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Vincent. On va maintenant se tourner vers Thomas Gauthier, qui est spécialiste des politiques migratoires. Donc vous allez pouvoir nous éclairer sur ce point très spécifique qui est d'actualité à l'heure où des millions de réfugiés ukrainiens sont arrivés en Europe. Selon vous, comment l'Europe doit-elle aujourd'hui se réinventer pour répondre à cette question des migrations qui ne va cesser de se poser dans les prochaines années? Oui, donc c'est vrai que la guerre en Ukraine a très fort redéfini la politique migratoire de l'Union européenne. Et c'est vrai que aussi beaucoup de gens ont pu être surpris par la réponse politique que l'Union européenne a apporté cette crise. L'Union européenne qui a très rapidement activé donc une directive de protection temporaire accordant beaucoup de droits aux ressortissants ukrainiens se trouvant en Europe. Et ici, j'aimerais m'attarder plus longuement sur 2 droits qui ont été accordés aux ressortissants ukrainiens. Premièrement, l'accès au marché du travail européen et deuxièmement, la liberté de s'installer là où ils le désirent dans l'Union. Alors, je vais commencer avec cette deuxième question, celle de la liberté de mouvement au sein de l'Union européenne, qui est en fait une politique qui a pour conséquence qu'aujourd'hui, il y a de très fortes disparités
au niveau du nombre de réfugiés accueillis par chaque État membre de l'Union, avec la Pologne qui accueille actuellement plus de réfugiés à elle seule que l'ensemble des autres États membres de l'Union européenne. Et ça, c'est à mettre en parallèle avec la volonté de la Commission européenne depuis maintenant plusieurs années de mettre en place des quotas pour répartir plus équitablement les réfugiés entre les différents membres de l'Union européenne. Du coup, la question, c'est quelle approche est la plus logique et la meilleure, celle d'une libre circulation des réfugiés versus des quotas. Et je pense qu'il est important d'abord reconnaître qu'il y a beaucoup d'arguments économiques qui sont assez forts et en faveur d'une liberté accordée aux réfugiés de s'installer là où ils le désirent dans l'Union européenne. Pourquoi? Tout simplement parce que les réfugiés, et plus globalement les migrants, ont tendance à s'installer là où ils anticipent que leur intégration socio-économique sera la plus facile. Donc ça veut dire en général s'installer dans des régions ou dans des villes où ils anticipent qu'ils auront facile à trouver un emploi, un logement, et dans des régions où ils pourront avoir accès à une aide, typiquement de co-nationaux ou de membres de leur famille qui ont déjà immigré il y a plusieurs années dans l'Union européenne. Donc laisser cette liberté aux réfugiés, c'est finalement une très bonne politique si on veut favoriser leur intégration socio-économique dans le pays hôte. Maintenant, c'est vrai qu'accueillir de grandes quantités de réfugiés, ça a aussi un coût politique pour les pays hôtes. Il faut savoir que, d'une manière générale, les Européens sont plutôt pour l'accueil de réfugiés, mais en gros, ils préfèrent que ce soit leurs voisins qui les accueillent. Et donc, la réponse à ce problème, la réponse que la Commission européenne essaye de promouvoir depuis maintenant plusieurs années, c'est l'implémentation de quotas pour atteindre plus d'équité justement entre les différents États membres et pour du coup favoriser une acceptation plus large au sein de la population de ces politiques migratoires. Donc je pense que ce débat de quotas versus liberté de s'installer où on veut, il faut comprendre ce débat comme finalement un dilemme entre une efficacité économique d'une part et des contraintes plus politiques d'autre part. Le deuxième point que je voulais rapidement aborder, c'est celui de l'accès au marché du travail. Donc les ressortissants ukrainiens, l'Europe leur a très rapidement donné accès au marché du travail. Et en gros, c'est une très bonne chose pour deux raisons principales. La première, c'est que si vous voulez favoriser l'intégration sociale, culturelle, politique et juste donner de bonnes conditions de vie à ces réfugiés, la politique la plus facile et la plus efficace que vous pouvez mettre en place, c'est juste leur donner accès au marché du travail. La deuxième chose, c'est que c'est également une mesure qui est bonne pour les États qui accueillent ces réfugiés. D'une manière générale, on sait que la migration et que l'accueil de réfugiés a un effet plutôt positif sur l'économie locale dans le long terme, même si dans le court terme, on peut avoir justement des effets plus négatifs pour certaines catégories de la population. Mais du coup, l'accueil de réfugiés doit être vu finalement comme un investissement qui va finalement rapporter dans le long terme. Si vous permettez aux réfugiés de travailler immédiatement et de payer des taxes rapidement, ce que vous faites, c'est minimiser le coût de cet investissement à court terme et maximiser les bénéfices que vous pouvez avoir de ces migrations dans le long terme. Je pense que j'ai déjà dépassé mon temps imparti, donc je vais juste conclure sur la question sous-jacente à ce panel. Est-ce qu'on va dans la bonne direction, oui ou non? Très clairement, je pense qu'en matière de politique migratoire, il y a de très bonnes choses qui ont été mises en place
ces derniers mois. Maintenant, les deux grandes questions, c'est premièrement, est-ce qu'on va être capable de généraliser ces avancées et de les rendre plus pérennes, histoire qu'elles servent pour d'autres crises qui pourraient advenir dans le futur. Et deuxièmement, est-ce que l'Union européenne va être capable de mettre en place des mesures pour accompagner ces changements et les rendre politiquement viables dans le long terme. Donc là, on revient à ces questions de quotas, mais aussi de politique préventive que Vincent aussi mentionnait précédemment. Merci beaucoup. Merci à vous trois pour vos exposés très intéressants. Alors effectivement, on va essayer d'être un peu plus rapide sur la seconde partie pour laisser un petit peu de temps aux questions à la fin. Donc je vais vous demander maintenant à chacun peut-être de réagir aux points de vue, aux constats, aux propositions qui ont été énoncées par les autres intervenants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été énoncé? Est-ce que certaines propositions vous semblent souhaitables? Est-ce qu'elles sont réalisables aussi? Parce que c'est souvent ça la question qui se pose. Donc je me tourne d'abord vers vous, Isabelle. Oui, alors bien évidemment, je suis en parfait accord avec ce qui a été dit sur l'aspect solidarité et le besoin d'une Europe sociale. Il ne faut probablement pas réitérer l'erreur que l'on a faite par rapport à la mondialisation, puisque là, on va avoir donc ce besoin de transition énergétique. On sait que cette transition énergétique et écologique, en règle générale, va faire des gagnants et des perdants. Et qu'il va falloir compenser, trouver des moyens de compenser les perdants. Et comme je le disais, de ne pas faire la même erreur qu'on a faite avec la mondialisation, où on avait ce mythe de la globalisation heureuse qui ne faisait que des gagnants. Et puis on s'est rendu compte ex post que non, malheureusement, on avait eu des phénomènes de métropolisation où on concentrait la richesse, les emplois, les services publics, etc. dans des grandes métropoles. Et puis plus vous éloignez du centre, plus vous aviez des régions dévitalisées qui par ailleurs avait connu un mouvement de désindustrialisation. Donc, on n'a pas effectivement pris suffisamment en compte cette impression, enfin ce sentiment de laisser pour compte de ces populations, et on sait les conséquences que ça a pu avoir au niveau européen avec cette montée du populisme. Donc bien évidemment, si on veut s'armer contre cela, il y a un besoin d'Europe plus solidaire et d'une Europe plus sociale. Et puis j'ai aimé aussi l'idée on va avoir des enjeux énormes sur le capital humain, sur des phénomènes de reconversion. Il y a la décarbonation de nos économies, ça veut dire qu'on va détruire du capital, on va détruire un certain nombre d'activités trop carbonées ou qui ont une forte empreinte carbone pour aller vers une économie justement bas carbone. Et donc ça veut dire qu'il y a des emplois qui vont être détruits. On parle beaucoup dans l'automobile. L'automobile, ça sera des dizaines de milliers d'emplois qui vont être détruits puisqu'en fait on a besoin de moins de personnel, moins de travailleurs pour faire une voiture électrique, enfin me semble-t-il, que pour faire dans le secteur de l'automobile tel qu'il est aujourd'hui. Et donc, il va y avoir des sujets de reconversion, d'adaptation des qualifications. Et bien évidemment, se pose donc la question, c'est comment on fait pour ce mouvement-là. Pour ce qui concerne les politiques migratoires, j'aurais tendance à dire, parce que la Pologne, ça m'a un petit peu étonné que vous disiez, enfin voilà, il y a beaucoup de gens, enfin il y a beaucoup d'Ukrainiens en Pologne, sauf que c'est souvent un choix des Ukrainiens aujourd'hui, parce que ce sont essentiellement des femmes qui ont fui le conflit, puisque les hommes sont restés sur place pour combattre. Et donc ces femmes ne veulent pas s'éloigner en fait, de leur mari, leur frère ou leur père. Et donc ce qui explique qu'il y a une très forte concentration sur la Pologne. Après, tout ce que vous dites, on aimerait bien que ça se réalise. C'est effectivement ce qu'on a vécu avec les Ukrainiens. On aimerait bien que demain, ça ne soit pas à géométrie variable et que ça soit des politiques qui soient appliquées pour tout type de migration. Sauf que je crains que ça soit éminemment compliqué. Voilà, Merci beaucoup Isabelle. Vincent, est-ce que vous avez peut-être des réactions à propos des autres interventions? Oui, alors quelques réactions, là, notamment sur la question des réfugiés. Clairement, il y aurait là aussi besoin d'une solidarité au niveau européen. Alors la question de laisser totalement libre la localisation des réfugiés, ça peut poser problème. Parce on sait que dans le cas des réfugiés ukrainiens, il y a une acceptabilité qui est forte. Ça ne serait pas nécessairement le cas. Ça n'était pas le cas quand c'était les Afghans, les Syriens.
Et de ce point de vue-là, notamment en Allemagne, qui avait accueilli beaucoup de réfugiés, il y avait un système de répartition au sein de l'Allemagne, dans les États fédérés. Et là, il pourrait y avoir un dispositif au niveau européen, en fait, parce qu'on sait que quand il y a eu cette crise migratoire, beaucoup d'États européens voulaient absolument fermer les frontières, ne surtout pas accueillir plus de monde, etc. On n'a pas cette situation aujourd'hui avec les Ukrainiens, mais avec d'autres peuples, c'était ce qui s'était passé, et c'était difficilement acceptable, bien entendu, parce que les droits humains, notamment des réfugiés, ce sont quand même des valeurs fondamentales de l'Union européenne. Donc clairement, là, on pourrait avoir un dispositif où les territoires, les communes qui acceptent d'accueillir justement des réfugiés, il pourrait y avoir un système de mutualisation, donc au niveau européen. Chaque pays européen donnerait une partie de financement, et ensuite chacun recevrait en fait une allocation, chaque territoire, en fonction du nombre de réfugiés qu'il reçoit. Et donc ça serait une incitation pour les territoires, pour par exemple des communes, de dire nous on va prendre quelques familles de réfugiés ou quoi que ce soit. Il y aurait des financements européens qui viendraient. On sait que dans le cas de l'Italie, par exemple, il y a eu des villages qui ont fait qui ont mis en œuvre ces politiques et qui ont redynamisé leur territoire, justement, par l'accueil des réfugiés, par leur accompagnement, etc., parce que ces réfugiés avaient des allocations qui redynamisaient en quelque sorte les commerces locaux, l'école, etc. Et donc, la mutualisation des fonds au niveau européen et ensuite la redistribution en fonction du nombre d'accueil des réfugiés permettrait à la fois plus d'acceptabilité politique, parce que certains pays, comme par exemple, à un moment donné, la Hongrie refusait absolument. Dans ce cas-là, la Hongrie paye une partie de son PIB, un montant à déterminer qui serait le même pour tous les pays européens. Elle verse les fonds, et c'est un autre pays, par exemple une zone en Roumanie ou quoi que ce soit, qui, accueillant les réfugiés, bénéficie des fonds pour mieux les accompagner. Merci beaucoup, Vincent. Thomas, je me tourne vers vous maintenant. On a beaucoup parlé de capital humain pendant cette table ronde. Donc je pense que vous souhaitiez réagir notamment sur cette question. Oui, donc je suis également d'accord avec énormément de points qui ont été soulevés ici. Comme je réagis très rapidement à ce que vous venez de dire, en effet, il y a plusieurs manières de faire jouer cette équité entre pays membres de l'Union européenne pour augmenter l'acceptabilité de l'accueil de réfugiés en Europe. J'ai principalement parlé de la répartition des réfugiés au sein de l'Union, mais les transferts financiers sont évidemment une partie très importante de la question. Et c'est quelque chose qu'on fait déjà actuellement un peu et qu'on devrait sans doute faire beaucoup plus dans le futur. Donc ça, je suis entièrement d'accord. Et j'aimerais également réagir à cette question de l'Europe sociale qui me paraît également très importante pour augmenter à nouveau l'acceptabilité de l'accueil de réfugiés et de migrants plus généralement. Donc, comme je le disais auparavant, on sait que dans le court terme, l'accueil de réfugiés peut avoir des impacts négatifs pour certains travailleurs, même si dans le long terme, les migrations ont tendance à avoir un effet positif sur l'économie. Et là, très clairement, pour que les flux migratoires soient finalement une stratégie gagnant-gagnant pour tout le monde, on a besoin d'une Europe sociale forte qui est capable de garantir des minima sociaux pour tout le monde. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons ouvrir la discussion avec vous. Nous sommes prêts à prendre vos questions et à y répondre. Alors je vais juste vous demander, quand vous poserez la question, de vous présenter auparavant. Mais voilà, maintenant la parole est à vous et nos intervenants sont prêts à vous répondre.
Bonjour, oui, merci pour la discussion déjà. Il y a un mois, je crois, j'ai assisté à une conférence et Philippe Aguillon, il parlait de la méthode Draghi et c'était aussi, ce sujet s'était touché aussi dans votre discussion. Donc, comment on va, dans le futur, organiser le pacte de stabilité européen? Est-ce qu'on va avoir des règles très strictes sur certaines dépenses, sur d'autres pas? Comment, Aguillon, pour lui, c'était un peu cette méthode Draghi, si je la résume très très courte. En gros, on va avoir un budget avec des dépenses qui sont importantes pour la croissance, pour la productivité. Donc, ça sera tout ce qui est lié à la transition, soit énergétique, tout ça, l'éducation, la santé. Et après, on a un autre budget où on applique des règles très strictes. Et vous avez déjà touché cette question. Ma question, ce sera comment on peut définir très clairement pour que ça sera aussi accepté dans des pays qui, on va dire, ont une tradition d'austérité fiscale. Merci beaucoup. Alors, dans ces réformes de la gouvernance budgétaire au sein de la zone euro, moi j'ai parlé au sein de l'Europe, j'ai parlé simplement sur les dépenses d'avenir. Après, il y a d'autres sujets aujourd'hui qui sont sur la table, où on sent quand même qu'il y a un consensus qui est en train de se forger. Alors après, bien évidemment, le diable se cache souvent dans les détails et c'est toujours très compliqué de trouver à 27 justement le moyen de converger sur les propositions. Mais typiquement, il y a quand même l'idée qu'on veut des règles. Bon, la règle de la dette aujourd'hui, on sent très bien qu'elle est devenue obsolète. C'est-à-dire voilà, les 60% et en plus de réduire de 1/20 par an l'écart par rapport à ces 60% quand vous avez des pays qui sont à plus de 200% de dette. Enfin, on sent bien que c'est inopérable ou inopérant. Donc déjà, la règle de la dette, elle est de par elle-même, compte tenu de la situation, totalement obsolète. Mais il y a quand même l'idée déjà de rendre les règles plus simples, surtout qu'elles ne fassent pas prendre en compte trop de données non observables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce déficit structurel, quand vous devez calculer le déficit structurel, vous avez la notion de la croissance potentielle, vous avez la notion de l'output gap, qui ne sont pas observables, qui se calculent, avec des marges d'erreur, puisque c'est souvent révisé ex post et de manière très importante. Et ça rend en plus les règles peu transparentes et peu acceptables. Donc des règles plus simples, donc plutôt des règles sur les dépenses, sur l'évolution des dépenses. Et dans ces règles justement sur les dépenses, c'est là que j'intervenais en disant, est-ce qu'il faut prendre toutes les dépenses en compte quand on a cette règle de dépenses, ou est-ce qu'il faut extraire de cette règle un certain nombre de dépenses qu'on juge prioritaires, qu'on juge essentielles, notamment ces dépenses d'avenir. Et là, pour le coup, comme vous dites, je pense qu'il n'y a absolument pas actuellement de consensus. Déjà sur le sujet, je pense qu'il y aura plus de consensus sur l'idée d'une capacité budgétaire commune, que ce soit pour des questions de stabilisation macroéconomique, voire pour financer un certain nombre de projets pan-européens, etc. En revanche, sur la question de ne pas les inclure, ces dépenses, ça pose la question du périmètre, comme je le disais. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on prend en compte comme dépenses ? Et puis, voilà, même à l'intérieur, si on se dit les dépenses pour la transition énergétique, est-ce que toutes se valent ? Qu'est-ce qu'on doit faire entrer ? Donc, du coup, ça demanderait d'avoir aussi une gouvernance très forte de cette dépense, avec une taxonomie. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de taxonomie, mais il faudra en rajouter une supplémentaire. Donc probablement en termes de réalisme, se posera moins la question de savoir si on exclut ces dépenses d'avenir, mais davantage c'est comment on les finance. Comment on les finance et probablement comment on fait jouer la solidarité au niveau européen pour justement réallouer ces capitaux, pour investir. Pour faire, comme je le disais, pour faire converger l'ensemble des économies, il faut doter, comme on l'a fait dans le plan Next Generation EU, on redistribue une partie des fonds en fonction d'un certain nombre de critères pour ramener, pour qu'il y ait des phénomènes de rattrapage et de convergence.
Déjà, merci beaucoup. Une autre question concernant ce que M. Gauthier il a dit, donc la libre circulation des migrants, notamment en Europe. Moi, je viens d'un pays qui a beaucoup profité de l'immigration, mais je connais aussi d'autres gens qui viennent plus, on va dire, des pays un peu périphériques en Europe, où on peut voir que de chaque promotion de l'université, un tiers part pour l'Europe, des pays comme l'Allemagne, la France, la Belgique. Donc ma question sera comment on peut avoir des gagnants, on va dire, sur les deux côtés, vu que, à moi, de mon point de vue, c'est avoir un tiers de chaque promotion partant, ça peut aussi être difficile après pour ce pays pour rattraper déjà le niveau de vie qui existe dans les autres pays. Merci beaucoup. Oui. Donc, si je comprends bien votre question, vous parlez donc de mobilité interne au sein même de l'Union européenne, et en particulier de la mobilité étudiante, ou en tout cas de la possibilité d'être mobile pour cette raison-là. Alors, il y a un grand débat en économie sur ce qu'on appelle en gros est-ce qu'on a une fuite de cerveau versus des gains liés à cette immigration. Et ces débats se sont également posés au sein même de l'Union européenne. Et ce que la littérature semble dire sur ce sujet, c'est que, en effet, même si à nouveau on a des avantages et des inconvénients pour beaucoup de pays à avoir une grosse partie de la population qui émigre chaque année, mais ce qui est, et c'est sûr qu'on va avoir à nouveau des coûts dans le court terme, mais ce qui est important aussi, c'est que donner cette opportunité d'émigrer dans ces pays plus périphériques, comme vous disiez, peut également avoir tout un tas d'effets positifs sur le capital humain dans les pays d'origine. C'est-à-dire que ce qu'on observe très fréquemment, c'est par exemple à partir du moment où vous avez la possibilité d'émigrer vers un État plus riche pour étudier, pour travailler là-bas, vous allez assister à une augmentation dans le taux de scolarisation, tant au secondaire qu'à l'université, dans le pays d'origine. Et même si une partie de ces étudiants finissent par émigrer, vous vous retrouvez quand même avec plus d'étudiants en net dans les pays d'origine. Après, il y a encore plein d'autres éléments, par exemple la question des rémittances aussi qui peuvent booster l'économie locale et tout, mais voilà, c'est pas juste du négatif pour les pays émetteurs de migrants, entre guillemets. Et je vais revenir parce que j'ai oublié en fait l'essentiel pour répondre à votre question, puisque j'ai parlé de règles de dépenses, mais pourquoi une règle de dépenses avec quand même un objectif? C'est cette règle de dépenses avec pour objectif de réduire les ratios d'endettement. Donc on va faire évoluer ces trajectoires de dépenses en fonction d'un objectif à moyen terme de soutenabilité de la dette, avec quand même l'idée, et c'est aussi une forme de consensus qui est en train d'émerger, cette idée de différencier les trajectoires entre pays. Voilà, de manière à rendre un peu plus d'agilité et de flexibilité à ce carcan budgétaire. Moi j'avais une question par rapport au budget de l'Union européenne. Enfin, on sait que le budget de l'Union européenne il représente 1% du PIB des pays membres de l'UE. Et du coup, quand vous dites qu'il faut mutualiser,
faut créer entre guillemets un budget pour pouvoir réduire les inégalités, etc. Enfin, est-ce que ça semble pas un peu compliqué de faire ça, surtout qu'il y a un sentiment d'appartenance à l'Union européenne des citoyens un peu faible. Donc, est-ce que c'est pas un peu compliqué de faire ça? Alors en fait, il y a une partie de mobilisation de manière différente de fonds qui existent déjà. Notamment l'Union européenne, il y a le Fonds social européen, il y a le FEDER, etc., qui peuvent être, mais qui sont très peu perçus par les citoyens quand ils en bénéficient, comme étant une aide qui vient de l'Union européenne, parce que c'est utilisé très indirectement par les États membres. Et donc, les mécanismes que je mentionnais n'ont pas besoin de mobiliser plus de fonds, mais plutôt de mobiliser les fonds tels qu'ils existent de manière différente. Par ailleurs, pour augmenter aussi les leviers, l'Union européenne a des possibilités, notamment de renforcer des avances qu'elle peut faire aux États membres et avec des remboursements pour soutenir notamment des investissements dont on sait qu'ils vont créer de la richesse, de la croissance dans le pays. Et de ce point de vue-là, ça peut être positif ensuite en termes budgétaires, à la fois pour l'État membre et pour l'Union européenne. Oui, puis je dirais que si fondamentalement, à terme, on va vers un plus grand fédéralisme, probablement que ce budget communautaire va augmenter. Alors, on ne sait pas ce qu'on pourrait mettre dedans, mais à tout le moins, le sens de l'histoire fait, si on va vers plus d'intégration et si on se dit que dans le monde dans lequel on vit, dans ces grandes transformations, comme je le disais, on a plutôt plus besoin d'Europe que moins, on va aller vers ce processus plus intégré et qu'à terme, ça vaudra probablement dire, par rapport à cet embryon de budget, le voir probablement prospérer dans les années à venir. Il pourrait d'ailleurs y avoir un vecteur. On sait qu'on a un gros enjeu en Europe de concurrence fiscale sur la fiscalité des facteurs de production les plus mobiles. Donc on a besoin vraiment d'harmonisation. Alors bien évidemment, on ne va pas faire harmoniser tout, mais avoir des niveaux planchers, avoir donc un petit peu comme ce qui est en train de se passer sur le taux d'impôt sur les sociétés, mais il faut aller plus loin de ce point de vue-là et plus vite et aussi gagner en transparence. Et notamment sur l'impôt sur les sociétés ou sur d'autres types de fiscalité, il pourrait y avoir un niveau correspondant au financement de l'Union européenne, justement, et des actions communes. Oui, très clairement, si on se pose la question du budget, on se pose aussi la question des ressources propres de l'Europe pour financer ce budget. Et ça va effectivement dans ce sens-là. Une piste pourrait être aussi la taxe carbone, puisqu'on sait qu'on a besoin de tarifier le carbone si on veut vraiment arriver à se sortir d'une économie carbonée. Et en quelque sorte, on pourrait, pour ne pas juste désavantager la production en Europe, comme c'est le cas aujourd'hui, puisque c'est donc les entreprises qui produisent sur le sol européen qui paient des quotas carbone. Donc il y a le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, mais qui pour l'instant va être limité qu'à quelques produits et qui sont en amont, et pas les produits finis. Donc on va taxer par exemple, on va mettre le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pour l'acier, l'aluminium, une chose de ce type. Le problème, c'est que les fabricants, par exemple, d'automobiles qui utilisent l'acier, si l'automobile n'est pas fabriquée en Europe, elle ne va pas contribuer à payer la taxe carbone. Du coup, on pourrait avoir un système de taxe carbone qui serait sur les produits finis en fonction de leur contenu carbone, quel que soit le pays où ils sont produits. Je rebondis parce que c'est vraiment que c'est une anomalie. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, l'acier sera taxé aux frontières. En revanche, une voiture venant de Chine, elle ne serait pas taxée. Donc, d'où les grandes interrogations, notamment des constructeurs allemands, face à potentiellement une concurrence entre guillemets déloyale ou injuste en provenance de Chine. Au tout début de votre prise de parole, vous avez parlé des multiples dépendances que l'Europe a vu surgir avec les crises qui ont eu lieu.
La commissaire européenne a parlé très récemment, elle a dit que l'Europe n'avait pas été naïve, mais elle avait été cupide. Voilà, c'était juste pour savoir votre réaction par rapport à ces propos et est-ce que vous partagez son analyse? Alors, moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'elle était plutôt naïve. On était, enfin, comme je le disais, la manière dont dans ce monde plat avec effacement de frontières, c'était un monde qui convenait très très bien à l'Europe, où tout était fluide. Donc je pense qu'il n'y avait pas de... Enfin voilà, elle ne voyait pas les risques associés à ces grandes dépendances, sachant que, quoi qu'il en soit, enfin, on parle beaucoup de cette autonomie stratégique, de ces questions de dépendance. Il y a quand même cette idée un peu du mythe de potager. C'est il faudrait qu'on ne produise que ce que l'on consomme. De toute façon, cette vision radicale des choses, elle est impossible. On n'aura pas toutes les ressources, on ne possède pas toutes les ressources, toutes les technologies qui rentrent dans les processus de production. Donc il faut accepter une forme de dépendance. Après, c'est plutôt l'organisation de nos dépendances, l'organisation de nos dépendances mutuelles qui se posent aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si c'est une question de naïveté ou de cupidité. En tout cas, il faut quand même réaliser, c'est pas l'autarcie. Je pense qu'on ne peut pas vivre en autarcie. En revanche, il faut réfléchir à l'organisation de nos dépendances et sur des biens que l'on considère essentiels, stratégiques, etc. Oui, là, on va probablement subventionner soit au niveau national, soit au niveau européen, le rapatriement de ces productions. Mais c'est probablement ces produits vitaux, c'est pas énorme. Enfin, je veux dire, on va pas démondialiser à marche forcée et rapatrier l'ensemble des chaînes de valeur. Non, ça va se poser. Et là, c'est vraiment des questions, c'est des choix politiques à des fins de la dépendance stratégique, mais ça se limite à un certain nombre de produits où, en plus, vous ne pouvez pas soit diversifier vos sources d'approvisionnement, soit stocker les produits. Parce que ça, c'est aussi une autre manière de gérer vos dépendances et d'éviter les ruptures d'approvisionnement. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci à vous d'avoir écouté avec attention et posé des questions aussi intéressantes. Je pense que je ne trahirai pas votre pensée en résumant cette conférence et en disant que pour renaître, l'Europe doit être plus solidaire et plus sociale. Donc finalement conserver un modèle assez unique face aux autres modèles proposés dans le monde. Donc nous allons maintenant laisser la place à la seconde conférence de cette journée. Merci à tous encore. Au revoir. Merci beaucoup.